Merci donc d'être là. Et donc le contexte dans lequel on est, c'est d'une catastrophe écologique dont on a le sentiment qu'elle est peu ou mal traitée par les médias. Alors la raison en est bien connue, c'est la mainmise généralisée des médias par les puissances financières, quelque chose que nos amis d'Acrimed documentent très bien. Et donc, au vu de ce constat, Acrimed, le média et l'ONG que vous connaissez bien d'analyse et de critique des médias, nous a proposé il y a quelques mois de faire un point médias et écologie, où en est-on? On a accepté avec enthousiasme, et d'autant plus que les choses bougent, c'est-à-dire que la bonne nouvelle quand même dans ce paysage, c'est que les médias indépendants sont pleins de vigueur, trouvent de plus en plus leur public, vont souvent bien économiquement, c'est le cas de Mediapart, c'est le cas de Reporter, c'est le cas je crois de Blast qui s'en sort pas trop mal. Enfin voilà, les choses, le paysage n'est pas aussi négatif qu'on pourrait le croire, et en même temps on se rend bien compte que dans le domaine de l'écologie, il y a une offensive de l'extrême droite très forte, que vous pourrez lire par exemple dans une enquête qu'a fait Cléa Gage à la une de Reporter ce matin, et vous le lirez à la pause parce que pour l'instant on est plein d'attention, et n'oubliez pas de rallumer vos smartphones à la sortie du débat. Et puis une vidéo sur Blast aussi qui va analyser, m'a dit Paloma demain, la façon dont les influenceurs d'extrême droite envahissent la sphère vidéo. Et en fait, qu'on se rend compte, c'est que clairement, l'écologie n'est plus sur le plan informationnel dans une phase de prise de conscience. Ça a été longtemps le cas, il fallait alerter, c'est toujours nécessaire, mais maintenant on est rentré dans un jeu de bataille culturelle en fait. Et c'est quelle interprétation des problèmes écologiques va pouvoir s'imposer et être mise en scène. On est vraiment en fait dans une phase de mise en cause du système économique qui détermine l'ensemble des rapports sociaux dans la société actuelle et détermine aussi très largement la catastrophe écologique dans laquelle nous sommes. Et pour ce premier débat, alors, j'ai le plaisir d'accueillir Paloma Moritz et Grégory Sall. Paloma Moritz, tu es journaliste à Blast et tu fais notamment des interviews ou des décryptages qui sont très suivis en vidéo, évidemment. Et Grégory Sall, vous êtes chercheur au CNRS, on est très impressionnés, hein, vous voyez qu'il y a du beau monde, outre de faire votre travail de sociologie, vous avez notamment écrit un livre qu'on a bien aimé, Supériote, aux éditions Amsterdam, et qui raconte comment les magnifiques milliardaires qui ont une place dans le monde s'amusent à faire du bateau. Alors, ça serait pas mal quand même que je retrouve mes petites notes à nouveau. Grégory, j'aimerais bien que vous nous disiez quel est votre rapport aux médias maintenant, mainstream ou pas mainstream? Est-ce que vous êtes un drogué des médias et vous regardez CNews, TF1, LCI tous les jours avec acharnement? En fait, si j'ai accepté de venir, c'est pas du tout ni en tant que spécialiste des médias et de l'écologie, ni en tant que spécialiste de CNews, encore moins, mais parce que je fais partie des gens qui s'informent via Reporter, Blast et Acrimed. Mais le problème, c'est que ça biaise aussi un peu ma vision, parce qu'en fait, je ne navigue que là-dedans. Et je vis le rapport ordinaire aux médias un peu comme une sorte d'agression. Alors juste mon petit sas d'entrée vers les médias généralistes, en dehors parfois de nécessité professionnelle, c'est la radio. Mais la radio, c'est un facteur d'énervement matinal aussi. Alors ça réveille bien. Quelle radio? Moi, je me réveillais avec la chronique de Dominique Seux à une époque, c'était sur France radical. Inter, hein. Surtout quand il était tout seul, c'était encore mieux. Mais voilà, c'est-à-dire que même sur Radio France, qui sont les seules deux radios que j'écoute, France Inter et France Culture, il y a des fois où il faut quand même sévèrement s'accrocher. Et encore plus quand on entend que ce sont des radios qui seraient trop à gauche, etc. Alors qu'il me semble qu'objectivement, il y a une dérive droitière qui est quand même massive. Donc, je me nourris des médias. En fait, je ne vois, mais c'est pas moi précisément, hein, parce que je pense qu'on est nombreux et nombreuses ici à faire comme ça. Je ne me rends compte de ce qui passe dans les médias mainstream qu'à travers Blast ou Acrimed, dans des vidéos qui en plus me livrent le désastre en concentré. Donc c'est vraiment terrible. C'est-à-dire que évidemment en 20 minutes ou 25 minutes ou plus, j'ai une espèce de... c'est vraiment frappant en fait. Hein. Quand on baigne pas dedans, ça fait vraiment l'impression d'un monde un peu à part. Ce que je peux dire pour terminer juste, c'est que je suis suffisamment vieux pour avoir vu l'évolution
médiatique, disons, des journaux généralistes ou des médias généralistes, et que quand même on voit un basculement très fort, que ce soit dans les devantures des kiosques, dans les gares. Quels sont les journaux, on en a un peu parlé avant, quels sont les journaux qui sont affichés, qui sont disponibles comme ça immédiatement. Et bon, entre il y a 20 ans et maintenant, c'est vraiment spectaculaire. Pareil pour la radio d'une certaine manière. Et on sent quand même que le langage a changé, etc. Mais le pire, je termine là-dessus, c'est que je pense que le traitement de l'écologie ou de l'éducation environnementale n'est même pas le pire, en fait, dans l'évolution de ces 20 dernières années. On pourra peut-être en rediscuter. Juste un point quand même sur ce glissement depuis 20 ans. Par exemple, vous me racontiez quand on a préparé ce débat que vos parents, quand vous étiez relativement jeune, enfin jeune même directement, vous l'êtes toujours, oulala, dans quoi je m'embarque, vous étiez peut-être un petit garçon ou un adolescent, vous regardiez la télé avec vos parents et vous me disiez ce qu'on voit maintenant à la télé et il y a 20 ans, le niveau de langage n'est pas du tout le même, le niveau d'attention aux faits n'est pas le même. Et pourtant, vos parents se sont habitués dans ce glissement progressif parce que vous avez arrêté de regarder la télé. Et il y a une sorte de banalisation, de vulgarisation de la télé. Est-ce que vous pourriez mieux le dire que moi ? Mais vous l'avez tout à fait dit, et je pense que là aussi, ça fera écho à l'expérience de pas mal de gens ici. C'est-à-dire que quand on n'a plus la télé depuis, je sais pas, 20 ou 25 ans, le fait d'être exposé aux journaux d'information continue, par exemple, encore une fois, c'est vraiment une agression. C'est-à-dire, je peux pas, littéralement, je peux pas regarder plus de 3-4 minutes, ça m'énerve trop, en fait. Donc j'arrête. Et ce qui fait que des membres de ma famille peuvent le faire, c'est qu'en fait, étant biberonnés à la télé, ils et elles ont suivi en fait une sorte de languissement sans s'en rendre compte, d'affaissement, de l'exigence générale, parce que c'est même pas seulement une question idéologique, effectivement, c'est aussi une question de langage, de la manière dont les plateaux sont faits, etc. Et en fait, en dehors même du discours, c'est tout le dispositif, quoi, un truc hyper flashy, avec des accroches de bandeaux partout, un niveau de langage, effectivement, là, j'avais pas le nom du type hier, un copain me l'a rappelé, c'est Brunet. Les types, ils sont avachis sur la table, ils parlent comme ça, on a vraiment l'impression qu'ils sont... Pour le coup, l'expression café du commerce a vraiment un sens. Et en fait, quand on en est éloigné, c'est inregardable. Mais le problème, c'est que si on ne regarde pas, on ne se rend pas compte de l'état du débat public. Donc, bon, voilà, je suis pris dans ce dilemme-là, comme à mon avis, pas mal de gens ici. Alors, Paloma, toi, tu as l'impression qu'une large partie des gens commencent à fuir ces grands médias. C'est pas simplement une impression, je pense que c'est quelque chose qu'on peut voir de plus en plus. Déjà, il suffit de regarder la moyenne d'âge de la plupart des médias, et je dis bien moyenne d'âge, mais la moyenne d'âge de France Télévisions, c'est 62 ans. La moyenne d'âge de LCI, c'est 65 ans. Donc on voit bien que déjà, il y a toute une partie de la population qui ne regarde plus ces grands médias, ce qui peut poser aussi problème, on peut y revenir, et que, en fait, de façon générale, je pense qu'aujourd'hui, avec les médias indépendants, on a montré qu'une autre façon de faire de l'information était possible. Et c'était peut-être un espace de respiration qui manquait jusqu'alors. C'est-à-dire que je pense que les médias indépendants engagés, on va dire, parce que je vais quand même faire une différence entre les médias indépendants comme Reporter, Mediapart ou Blast et des médias dits indépendants d'extrême droite. Hein. Voilà, ça n'a absolument rien à voir. Et ils nous attaquent d'ailleurs largement, et puis on se le rend bien. Enfin, voilà. Mais on a offert en fait une autre possibilité, une autre façon de regarder l'information. Et tu le disais avec Blast, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez pénible, c'est que nous on passe beaucoup de temps à regarder des débats, à aller chercher des extraits pour montrer. Et le pire, c'est que vraiment, on est très honnête dans notre manière de le faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher que la caricature. Juste, on regarde des chaînes d'information en continu, on va aller chercher des extraits de médias sur Twitter, et c'est horrible parce que vraiment, en à peine 2 minutes, à chaque fois, je trouve exactement ce à quoi je m'attendais. Par exemple, je peux citer un exemple. Cet été, j'ai fait une grande vidéo pour récapituler un peu la catastrophe écologique qu'on est en train de vivre. Et il se passe tellement de choses en même temps que c'est très difficile de faire le lien entre tout ce qui se passe. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, le Sahara est sous l'eau. Je pense qu'il faut quand même se rendre compte de ça. Il y a eu des milliers de morts à cause de la chaleur. Il y a eu des températures exceptionnelles en Arctique, etc. Donc j'étais faire le lien entre tout ça et de voir ce qu'on en disait dans les médias français. Et en fait, c'était terrifiant. C'est-à-dire que sur Sud Radio, j'ai vu des extraits de personnes qui disaient « Mais regardez, il fait un temps pourri en France. Donc, en fait, il est où le réchauffement climatique? Est-ce que le réchauffement, ça commence par un refroidissement ?» Enfin, des choses où on peut se dire « Quand même, on est en 2024.
les gens devraient savoir ça. Enfin, et sur RMC, par exemple, il y avait un débat. Donc voilà exactement ce dont tu parlais, c'est-à-dire des débats de plateau où maintenant, en fait, comme l'économie des médias est de plus en plus restreinte, en fait, on prend des gens qui, en général, sont pas du tout spécialistes d'une thématique, on les met autour d'un plateau et on discute pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures. Enfin, les grandes gueules, c'est 3 heures de débat. Moi, il m'avait demandé de venir chroniqueuse, j'étais genre non merci. Et le bandeau, c'était 43 départements en alerte canicule, on s'en fout ou pas. Il y avait écrit ça sur le bandeau. Donc, en fait, on voit que c'est de plus en plus médiocre, qu'il y a de plus en plus de violence dans les propos qui sont tenus. C'est de plus en plus les mêmes personnes qui ont la parole. Et il y a vraiment une droitisation du paysage français, que ce soit aussi bien sur la télévision que dans la presse écrite. On voit que c'est vraiment un phénomène de plus en plus fort. Et donc, il y a de plus en plus de personnes qui se disent, nous, on ne veut pas être pris pour des cons. Et on veut avoir accès à un autre type d'information, faire sens, prendre de la hauteur sur ce qui est en train de nous arriver, qui est extrêmement complexe, qui est extrêmement anxiogène aussi, je pense qu'il faut le dire, et donc vont se tourner vers les médias indépendants. Et nous, il y a beaucoup de gens, par exemple, avec Blast, qui nous ont dit, pendant la période des législatives, on a vécu sous assistance respiratoire grâce à vous, parce qu'en fait, on a pu comprendre quels étaient les enjeux politiques, la façon dont les médias traitaient ces enjeux politiques, et l'attitude des médias vis-à-vis de l'extrême droite qui est vraiment mortifère en fait aujourd'hui en France, et donc grâce à vous on a pu voir l'actualité autrement et se créer et avoir des opinions politiques potentiellement différentes. Nous, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit qu'ils envoyaient nos vidéos à des personnes autour d'eux pour pouvoir débattre, pour avoir des arguments, et qu'ils avaient réussi à faire changer d'avis des personnes qui étaient d'extrême droite, des personnes même qui étaient climato-sceptiques, au fur et à mesure. Je dis pas que ça se fait en une vidéo, évidemment que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et pour terminer, j'étais à Marseille la semaine dernière, justement sur un débat un peu similaire, et j'étais avec une journaliste de LCI. Et en fait, bon, très vite, c'est devenu un petit peu compliqué entre nous parce qu'elle ne voulait pas, en fait, comme elle tenait une émission Impact Positif sur LCI, où elle essayait de faire des choses, ne voulait pas reconnaître que LCI en général était absolument pas une chaîne qui prenait ne serait-ce que la question écologique dans son prisme. Il y a beaucoup de personnes qui ont témoigné, dont une femme qui nous disait, en fait, moi, j'habite au Royaume-Uni, je ne supporte plus, je regardais LCI tout le temps avant, je ne supporte plus les médias, maintenant je ne regarde que Blast. Elle disait, je trouve ça malheureux d'une certaine manière, j'aimerais pouvoir continuer à suivre des médias traditionnels. Et elle nous racontait même qu'elle allait prendre son ordinateur et qu'elle mettait des vidéos, alors elle disait que c'était mes vidéos sur l'écologie, donc ça m'a beaucoup touchée, devant sa mère de 75 ans en disant, bah, en fait, elle ne pourrait pas avoir accès à cette information-là parce que c'est sur YouTube, parce que c'est plus compliqué. Et donc, je l'accompagne dans cet autre traitement médiatique de l'écologie. Grégory Salles, est-ce que là, on risquerait pas d'avoir un phénomène de différenciation sociale? C'est-à-dire que des gens un peu intello, avertis, etc., regarderaient Blast, Reporter, Mediapart, Street Press, enfin toute la presse indépendante, où maintenant on peut trouver quand même à s'informer sur le monde tel qu'il est. Et puis, et n'hésitez pas à me dire si je me trompe, hein, c'est une hypothèse, c'est une question. Et puis, le peuple regarderait RMC, LCI, CNews, et les bourgeois, au demeurant, continuera à lire Les Échos et Le Figaro, qui leur donnent aussi leur grain idéologique. Mais est-ce qu'il n'y a pas ça qui éventuellement se joue en ce moment? Il y a peut-être quelque chose comme ça, parce que effectivement, moi je fais exactement ça. Hein. C'est-à-dire que là où à 7h je mettais France Inter pour écouter les infos, maintenant je me mets une vidéo de Blast. Donc voilà, ça améliore pas mon contact avec le monde réel, mais il y a peut-être de ça. Alors évidemment, tout est imbriqué parce qu'il y aurait des questions de classe et au moins de génération qui sont imbriquées là-dedans. Effectivement, les gens qui sont de la génération télé continuent à la regarder, etc. Avec quand même des systèmes de boucles avec les réseaux sociaux qui les maintiennent. C'est un peu le fameux, il y a des discussions comme ça sur ce qu'on appelle un peu des boucles médiatiques d'enfermement dans des disons dans des médias un peu homogènes, mais le problème c'est que c'est la même chose de notre côté, pour ainsi dire, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, comme ça devient trop pénible, en tout cas j'ai continué de regarder le reste, on reste à l'intérieur de ça. Bon, alors je ne sais pas si on peut faire un clivage aussi franc quand même entre le peuple et les intellos. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il faudrait essayer de faire de l'accompagnement comme ça. C'est-à-dire que
peut-être que ce qui peut sembler évident à des gens qui sont habitués à naviguer dans les médias ou à sélectionner ce qu'ils veulent regarder, etc., pensent que c'est très facile, qu'on peut se repérer facilement dans un paysage médiatique complexe, etc., et qu'en fait, il y a plein de gens pour lesquels c'est pas le cas ou qui n'ont pas forcément le temps, et donc il faut trouver un peu des combines pour leur faire passer. Alors moi, l'avantage je suis tout à fait d'accord avec ça, l'avantage des vidéos de Blas, c'est qu'on peut les envoyer à des gens qui sont pas convaincus d'avance. Parce que voilà, si ça tourne au milieu des gens qui sont... Enfin, moi aussi, des fois, j'en regarde, je suis convaincu d'avance, ça me brosse dans le sens du poil et je suis ravi. Mais c'est suffisamment bien fait et sérieux pour, je pense, ébranler des gens qui partent même d'assez loin, en fait. Alors évidemment, il faut l'effet de répétition, parce que c'est exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'une seule émission ne suffit pas. Et évidemment, n'est pas en mesure de rivaliser avec le fait de regarder 5 heures de... Parce que moi, mes parents, ils font ça, quoi. Ils se regardent, je sais pas combien, des heures de LCI, de BFM toute la journée. Donc bon, voilà. En face, c'est difficile de rivaliser. Mais bon, on peut quand même essayer de glisser un certain nombre de choses. Et puis, vous l'avez dit, alors je veux pas oublier, on a quand même un gros avantage ici, et peut-être plus que dans pas mal d'autres pays, c'est qu'il y a tout un tas de médias audiovisuels et de presse écrite amis, et vraiment de bonne qualité, vraiment pas austère, sympa, drôle, bien maquetté, etc. Et donc un petit dernier que je peux faire circuler, me le piquez pas, je l'ai pas encore lu, c'est Fracas, c'est l'ancienne équipe de Socialterre qui a monté ça, et ça vient juste de sortir, voilà. Et donc c'est quand on se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire, c'est soutenir ces médias-là, et c'est pas rien faire en fait, c'est-à-dire que s'abonner à Fracas plutôt que de ne pas le faire, pour le prix de 3 bières ou 2 bières, même à Paris peut-être, c'est faire quelque chose en fait. Voilà. Donc il faut le faire. C'est vrai, rappelons au passage que tous les médias indépendants vivent essentiellement quand même des dons d'électrices et d'électeurs, parce que nous avons fait le choix de ne pas avoir de milliardaires ou de... voilà. Et bon, il y a aussi quand même... comment on touche le public, parce que quand on traite d'écologie, c'est quand même très anxiogène. Tu l'as dit, Paloma. Nous, par exemple, à Reporter, on s'est posé la question cette semaine, les inondations en Europe centrale, les inondations au Sahara, l'Arctique qui... Voilà, on a l'impression, et notre boulot, c'est de le raconter régulièrement, il y a cet effet de quotidienneté, Grégory, qui est important, parce que justement, on est là tous les jours, mais... Comment on le traite journalistiquement? C'est pas simple, parce que, ah oui, c'est ça qui se passe, c'est super grave, c'est la faute du changement climatique, et je simplifie un peu, on va tous mourir. Bon, donc comment est-ce qu'on retraite, comment est-ce qu'on adresse, comment on gère ce problème que l'écologie est quand même très anxiogène, en bonne partie? C'est assez multiple, c'est-à-dire que moi je pense sincèrement que la question écologique implique de poser d'autres lunettes sur le monde, et donc à partir de là on voit le monde totalement différemment et on peut tirer énormément de fils. Donc il y a à la fois une nécessité de comprendre ce qui se passe concrètement, donc là ça devient un peu plus technique, mais c'est là où nous on intervient en tant que journaliste, c'est-à-dire pour lire les rapports scientifiques et essayer de les rendre les plus compréhensibles possibles. Donc voilà, comprendre les phénomènes climatiques extrêmement complexes à l'œuvre, les boucles de rétroaction positive, etc. Et en fait, ce genre de vidéos, finalement, de vulgarisation, peuvent très bien fonctionner. Par exemple, moi, il y a 2 ans, j'ai fait une vidéo sur le glacier Thwaites, qui est un glacier en Antarctique de l'Ouest qui menace de se disloquer et qui pourrait, en fait, par des phénomènes un peu justement de boucles de rétroaction positive, enfin de domino, qui pourrait provoquer, s'il fondait entièrement, une hausse du niveau des mers de 3 mètres. Ce glacier, il était appelé le glacier de l'apocalypse par les scientifiques. Bon, moi, quand j'ai fait une vidéo dessus, je me suis dit, personne n'en a rien à faire, en fait. Un glacier en Antarctique de l'Ouest, enfin bon, ça nous paraît très très loin. Et pourtant, cette vidéo a super bien fonctionné. Donc, il y a des surprises aussi, parfois, d'intérêt qu'il peut y avoir en se disant, de la même manière que, voilà, je pense que des vidéos sur l'astrophysique pour essayer de comprendre ce que sont les trous noirs, c'est des choses qui fascinent aussi et qui peuvent énormément intéresser. Après, il y a tout le traitement politique. C'est-à-dire que c'est très difficile aujourd'hui, dans la confusion généralisée, de comprendre par exemple toutes les implications des politiques écologiques qui sont menées. Moi, j'ai fait beaucoup de vidéos de bilan sur le bilan écologique d'Emmanuel Macron, mais aussi sur quand Emmanuel Macron a voulu se prendre pour un youtubeur, et donc est allé sur YouTube faire des vidéos en disant n'importe quoi et en expliquant qu'il avait vraiment eu une politique climatique absolument parfaite, que la condamnation pour l'inaction climatique c'était pas pour sa pomme, je cite, etc. Donc je pense que là c'est aussi là où on intervient pour débunker tout ça. En fait, tous ces politiques qui s'auto-congratulent en
permanence en disant on a réussi à faire ci, on a réussi à faire ça. Et en fait, quand on regarde les chiffres, en réalité, il y a une marge immense. Je me prends l'exemple de tous les ministres qui à un moment qui disaient on a rénové 500 000 logements cette année. En fait, quand on regardait les vrais chiffres avec la rénovation globale, c'était 60 000. Donc en fait, si on n'est pas là, nous, pour vérifier en permanence et pour dire tout ça, je pense que malheureusement, il y en a peu qui le font parce qu'aussi il y a peu de journalistes dans les médias traditionnels qui sont formés. Et donc, qui, quand ils entendent en fait des raccourcis ou des absurdités, peuvent dire ah non non en fait vous pouvez pas dire ça, là vous avez énormément simplifié, non c'est pas comme ça que ça se passe, etc. Donc je pense que voilà et avec ce qui se passe là en ce moment, donc le démembrement en fait du ministère de l'écologie, le fait que aujourd'hui la forêt va être gérée par le ministère de l'agriculture, qui est dirigé par une femme qui est pro-chasse, qui est pro-pesticides, qui est extrêmement réactionnaire, et que le FNSEA, la FNSEA a applaudi cette nomination. Enfin, en fait, tout ça, moi, je l'ai vu dans très très peu de médias, à part les médias indépendants. Donc notre rôle, c'est aussi de faire sens de tout ça en disant, ok, bah, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce nouveau gouvernement sur l'écologie ? Comment expliquer que, alors qu'on est vraiment, enfin, on vient de vivre l'été le plus chaud jamais enregistré dans le monde, que les impacts du réchauffement climatique sont visibles partout en France, qu'il y a des personnes qui en souffrent en fait chaque jour aujourd'hui, eh bien, on est un Premier ministre qui ne dise qu'un mot, qui est dette écologique dans son discours de nomination, et tous les médias disent oh mais c'est extraordinaire, il a dit dette écologique, ça veut dire qu'il est super écolo. Non, absolument pas. Michel Barnier a beaucoup fait à l'époque pour les questions environnementales, mais aujourd'hui il a complètement changé de prisme, et ce qui l'intéresse c'est plutôt les questions migratoires ou d'encadrer l'énergie éolienne par exemple. Donc il y a cet aspect-là. Après je pense qu'il y a le fait aussi d'inviter des scientifiques, des chercheurs, des chercheuses, mais aussi des personnes qui vont plus être sur le thème de la philosophie pour faire sens en fait de ce qui est en train de nous arriver, de dire comment est-ce qu'on affronte le chaos qui vient, comment est-ce qu'on fait individuellement à continuer à mener notre vie dans un monde qui est autant bouleversé. C'est hyper dur en fait de se projeter en se disant mais potentiellement dans 10 ans je vais vivre des canicules tous les étés, je vais vivre des sécheresses, je vais vivre des inondations. En fait, donc c'est comment est-ce que on fait sens de ça collectivement, comment est-ce qu'on peut avoir des personnes qui peuvent nous aider à travers leurs pensées, et ensuite après aussi penser les combats, penser les luttes locales, aller faire des reportages sur le terrain pour raconter par exemple la 69 qui est en train de voilà dont les activistes sont sans cesse réprimés, moi j'y suis allée il y a pas longtemps pour un reportage. J'ai vraiment eu l'impression d'être sur un terrain de guerre à un moment. C'est je veux dire, le nombre de gaz lacrymogènes de grenades lacrymogènes qui nous tombaient dessus à la seconde, c'était voilà. Et en fait il y avait très peu de journalistes de médias traditionnels qui étaient là pour raconter ça, et pour raconter la violence que subissaient des personnes de tout âge, qui étaient là pour, en fait, en se disant, ça me paraît juste de se dire qu'on va pas construire une nouvelle autoroute à un endroit où on n'en a pas besoin en 2024. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment il y a plein de portes d'entrée qui sont tout aussi passionnantes les unes des autres. Et après, il y a aussi évidemment quelque chose de difficile à dire. Vraiment, c'est important, regarde-le. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent, en fait, parfois, je vois passer tes vidéos, mais j'ai pas assez le moral, et donc je préfère ne pas la regarder. Et d'une certaine manière, je sais assez pour être engagée et essayer de me bouger sur ces questions, mais peut-être que j'en sais assez peu pour avoir encore un peu d'espoir. Et parfois, j'ai peur, en regardant tes vidéos et en me rendant compte de la gravité de la situation, que je perde ce petit bout d'espoir auquel je m'accroche pour quand même vivre un peu ma vie tous les jours. Et ça, c'est difficile parce que moi, je peux pas dire aux gens, si, et je m'excuse souvent en fait dans mes vidéos de déprimer en quelque sorte, mais je ne fais que en fait faire un état des lieux sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et juste pour terminer, sur la question par exemple des guerres, on ne fait pas ce même parallèle-là. C'est-à-dire que les gens vont pas dire ah non c'est une guerre, c'est trop affreux, je veux pas savoir ce qui se passe. En général, en fait, on va quand même suivre et sur la question écologique, il y a un tel sentiment d'impuissance qui finalement est en fait exactement le même sur les guerres. On le voit bien avec le massacre en cours à Gaza. Je veux dire, tout le monde se sent impuissant face à ça. Mais je pense que l'impuissance est encore plus forte parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui nous dépasse, qu'on ne peut pas y faire grand-chose et que donc du coup, c'est hyper difficile de se confronter à ces informations-là. Mais moi, je pense justement que l'information donne du pouvoir. C'est ça qui nous permet de vivre notre vie autrement et de s'engager au juste niveau. Parce que c'est pas la même chose de se dire que c'est comme si je vous disais vous avez une grippe ou vous avez un cancer, vous n'allez pas réagir de la même manière. C'est exactement la même chose avec l'état de notre planète aujourd'hui. Grégory Schall. Je peux rebondir là-dessus, je vais tirer ce fil-là. Il y a un sociologue français qui, lui, est un spécialiste du traitement médiatique de l'écologie, qui s'appelle Jean-Baptiste Combi, qui avait montré un des biais dont il n'est pas facile, qui en fait a du sens quand on le lit, mais dont il est difficile de se rendre compte quand on consomme les médias. C'est qu'il avait essayé de montrer que
dans les biais médiatiques ordinaires, il y avait le fait d'insister sur les conséquences plutôt que sur les causes. Hein, il avait vraiment fait une sorte de codage pour regarder quels sont les articles qui traitent des causes et des conséquences. Et en fait, quand vous êtes exposé en permanence à des conséquences et pas à des causes, ou alors des causes qui sont trop lointaines ou trop générales ou pas socio-économiques, etc., ça renforce le sentiment d'impuissance dont il vient d'être question. Et depuis, plusieurs résultats sont venus confirmer ça. On fait un peu de socio des médias quand même. Et donc, il y a des collègues suisses notamment qui ont montré, et je pense que ça vient tout à fait appuyer ça, à travers une analyse statistique d'un gros corpus, que le traitement médiatique ordinaire du changement climatique ou du réchauffement climatique insistait outre mesure sur soit des grandes causes lointaines et donc un peu inatteignables, impressionnantes et donc créent de l'impuissance en fait, ou disons nourrit un sentiment d'impuissance, ou alors un traitement très très localisé mais qui là fait perdre justement la logique globale. Il y a un cas qui m'intéresse pas mal, moi, c'est la question des plages. Donc on vous dit, ah, il y a telle plage là qui disparaît, mais comme si c'était juste là, alors qu'en fait c'est un phénomène tout à fait mondial. Donc c'est soit très global, soit très local, avec insuffisamment d'articulation entre les deux. Et elle montre aussi quelque chose qui est plus difficile aussi à cerner, mais qui à mon avis joue dans ce sentiment-là, c'est une surreprésentation des sciences de la vie et de la terre et des sciences de l'environnement, donc parfois pour le meilleur, mais une sous-représentation des sciences humaines et sociales. Et donc, disons, ça tend à masquer un certain nombre de mécanismes sociaux, économiques, etc., qui permettent justement de relier ou d'essayer d'avoir des relations de cause à effet un peu plus intelligibles et donc éventuellement de donner des prises sur l'action. Et c'est un résultat intéressant, ça. Est-ce qu'on est seulement dans un enjeu d'explication? Parce que quand on regarde la façon dont se comportent les médias de droite et d'extrême droite, on va pas chercher à expliquer, on va pas s'appuyer sur les faits et on va dire les écolos sont écolo-terroristes, ils veulent nous punir, c'est des gauchistes, ils veulent, enfin c'est extrêmement agressif. Et est-ce qu'en fait l'enjeu c'est pas de poser la question écologique comme une question politique avec des adversaires, avec des méchants, voilà, les superiotes sur lesquels vous avez écrit, Grégory Salles, c'est pas des gens comme vous et moi, c'est des gens qui assument le fait d'avoir... voilà. Donc est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de mise en scène finalement, de face à l'offensive extrêmement agressive de la droite et de l'extrême droite et de son absence totale de, j'allais dire, de sérieux, au sens de sérieux intellectuel, d'honnêteté intellectuelle, de dire, en fait, il y a des responsables, on les désigne, il y a des adversaires. C'est pour moi absolument essentiel, c'est-à-dire qu'on a tendance à, exactement comme tu le disais, à avoir une dépolitisation en fait du traitement médiatique de l'écologie, avoir l'impression que tout ça nous tombe dessus comme ça, que voilà, il y a aucun responsable, alors qu'en fait en réalité il y a des responsables et malheureusement il y a trop peu de traitement médiatique sur justement cette responsabilité et comment est-ce que en fait on peut aussi faire en sorte que ces personnes-là soient redevables de leurs actions. Donc si on parle par exemple des multinationales fossiles comme Total Energy ou BP ou Shell, enfin voilà, on les connaît, on sait qu'il y a eu toute une entreprise qui a été faite pendant des années en dépensant des millions de dollars pour à la fois démentir justement le fait qu'il y a un réchauffement climatique, puis ensuite dire que ce n'était pas de la responsabilité humaine, et maintenant on en est plutôt à semer le doute ou à dire que la technologie va nous sauver, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, on va nous-mêmes régler le problème que nous avons créé avec des captations carbone sur nos industries, enfin sur nos forages pétroliers, etc., ce qui au passage ne fonctionne pas du tout. Et donc il y a un moment, c'est sûr qu'il va falloir repolitiser cette question et dire quels sont les adversaires, quelles sont les personnes qui bloquent. Et le problème, c'est qu'en fait, elles sont partout. C'est-à-dire que toutes les études qui ont été menées là-dessus montrent qu'aujourd'hui, malheureusement, la grande majorité des responsables politiques sont inféodés aux intérêts privés et que les lobbies sont partout au Parlement européen, et les lobbies qui sont d'intérêt privé et non pas d'intérêt général. Malheureusement, ceux qui sont d'intérêt général, ils n'ont pas beaucoup de moyens pour faire le poids. Il y a des batailles qui peuvent être gagnées, mais c'est sûr que c'est quelque chose dont on parle pas assez, et on fait pas aussi assez le parallèle en fait entre certaines choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on a quelqu'un comme Paul Watson voilà, qui avait monté l'association Sea Shepherd, qui défend, qui se bat en fait contre le massacre de grands animaux marins, qui se retrouve en prison alors que à peu près tous les plus gros pollueurs de cette planète
sont en train de vivre librement. Et c'est ce que dit Andreas Malm, c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a une énorme inondation au Pakistan, quand on a des personnes qui meurent dans la rue à cause de la chaleur en Inde, on va jamais faire le lien en se disant, en fait, tout ça, c'est dû aux industriels fossiles. C'est un peu comme si c'était des morts qui n'étaient dues à rien. Et il y a un moment, il va commencer à faire le lien et aussi à montrer comment aujourd'hui on est dans un monde parallèle, parce que ce sont en général les activistes écologistes qu'on accuse d'être violents, qu'on accuse d'être des terroristes, alors qu'en fait il y a des personnes aujourd'hui qui sciemment font du profit en détruisant la vie. Et la chose la plus dingue là qui est en train de se passer, c'est au Royaume-Uni. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image qui avait un peu circulé dans le monde entier il y a 2 ans, de 2 jeunes femmes qui avaient balancé de la soupe de tomates sur la vitre d'un Van Gogh qui n'avait pas été endommagée. Et on a appris ça hier, elles ont écopé de 2 ans et de 20 mois de prison. Ferme. Elles ont 22 ans et 23 ans. Et je pense que ça raconte tout de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'ONG aujourd'hui, et c'est pas assez couvert par les médias, qui font des procès auprès des multinationales fossiles, auprès d'empoisonneurs, Monsanto ou autres, etc. Et on n'a jamais de prison ferme. En général, on a des compensations pour les victimes qui sont très 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 faibles. Et à côté de ça, on a des activistes écologistes, des jeunes personnes qui essaient juste de faire en sorte que cette planète reste habitable, qui se retrouvent en prison ferme. Grégory, et puis après, j'imagine qu'il y aura des questions ou des commentaires. Donc, Grégory, un mot, sinon, allez-y. On peut donner la parole tout de suite pour discuter. Absolument. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, allez-y, monsieur. Oui, je m'appelle Thierry Salentin, je suis écolo depuis les années 1960. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui étaient comme moi écolo dans les années 1960. En tout cas, moi, j'en faisais partie. Et ce qui m'effraie un petit peu, c'est l'apologie des méthodes pour faire une prise de conscience écologique à travers essentiellement les vidéos. Moi, j'ai peur d'un monde qui est en accélération, qui encourage que la vitesse et la rapidité, et ça s'oppose à l'effort de la concentration, à l'effort de lire des livres. Et je vois trop actuellement de jeunes de 20, 25 ans qui ne s'instruisent que par des vidéos, que par des choses qui disent en peu de mots, bien sûr la vérité, mais c'est dit en peu de mots. Et donc il y a un manque de profondeur et il y a une habitude de ne plus faire d'efforts avec la mode des moyens Internet, avec les vidéos. Donc j'ai très peur de ça, c'est ma première question. Il se trouve qu'à Blast, on ne fait pas des vidéos de 30 secondes ou de 1 minute 30 qui sont sur Instagram ou sur TikTok. En général, moi, je fais des grands entretiens qui durent en moyenne 1 heure et la plupart de mes vidéos de décryptage durent 20-25 minutes. Justement, je reçois des personnes qui ont écrit des livres qui parfois sont difficilement accessibles ou qui sont très longs pour donner envie justement de les lire, mais parfois d'avoir un résumé quand on n'a pas le temps de les lire, c'est aussi bien d'avoir l'auteur ou l'autrice qui peut en parler. Donc je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je vois énormément de personnes qui suivent Blast et qui sont des jeunes qui achètent les livres de nos invités, qui sont très intéressés pour creuser les sujets. Et pour moi, c'est pas antinomique, c'est-à-dire qu'en fait, on peut à la fois parfois, et ça m'arrive de regarder des vidéos sur Instagram qui sont très courtes et potentiellement de découvrir quelqu'un, de me dire ah mais cette personne est super intéressante et d'aller acheter son livre en librairie. Je pense que il faut pas opposer en fait les façons de s'informer. On peut tout à fait à la fois regarder des vidéos courtes sur les réseaux sociaux, à la fois lire des articles, à la fois regarder des vidéos. Chacun trouve aussi ce qui lui plaît et je pense qu'à chaque fois c'est comme les marches d'un escalier quoi. Une chose nous amène à une autre, mais je serais pas aussi dur que vous sur la nouvelle génération. Je pense qu'on est un peu trop dur avec les jeunes aujourd'hui. Les jeunes lisent beaucoup plus que ce qu'on imagine et sont beaucoup plus informés que ce qu'on imagine et ont d'ailleurs beaucoup plus d'esprit critique que parfois leurs parents ou leurs grands-parents parce qu'ils ont accès à énormément d'informations, ce qui a des avantages et des inconvénients évidemment. Et moi je dirais, parce que ce reporter, on a une expérience de vidéo croissante, c'est que l'enjeu aussi c'est d'aller chercher le public là où il est.
parce qu'on voudrait justement qu'ils n'écoutent pas seulement tous les interviews, les youtubeurs, etc. Donc, on développe une compétence sur Instagram et sur TikTok de façon à être dans les codes de ces médias que regardent beaucoup de jeunes et d'ailleurs de moins jeunes. Et effectivement, on va chercher, mais en revanche, en 2 minutes, parfois 1 minute, à avoir du fond, à avoir un message qui soit intéressant. Parce que nous, notre démarche, c'est de ne pas laisser le terrain aux méchants, pour faire simple. Et donc, s'il y a tort ou a raison, je ne sais pas, moi je ne juge pas, les gens ont ce média privilégié, il faut aller leur raconter autre chose que les dominants. Et juste une mini-chose, je pense que la vidéo permet de faire sens du monde autrement. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui fonctionne très visuellement, et parfois de voir quelque chose, ça va me permettre de mieux le comprendre, de voir une carte, de voir un graphique, ou même, par exemple, si on parle de la nécessité de protéger les abysses, de regarder des vidéos sur la faune des abysses. C'est absolument incroyable, c'est complètement fascinant. Donc quand on parle justement de protéger le vivant qui nous entoure, je pense qu'il faut le donner à voir, ce vivant, justement pour qu'on puisse mieux le comprendre et aussi s'en émerveiller. Alors une autre question ici, puis après on fera une... Alors madame d'abord et monsieur ensuite, parce qu'on va faire la parité dans les questions si vous en êtes d'accord. Oui, bonjour, merci. Moi, je suis présidente d'une association qui s'occupe de prévention des risques électromagnétiques, juste pour vous dire d'où je parle. Moi, je m'intéresse énormément à tous ces sujets-là parce qu'évidemment, le lobby dans le domaine, il est partout, comme vous le disiez. Et moi, on a beaucoup discuté du rapport au public, et ce qui m'interroge, moi, c'est les journalistes et les médias qui sont, hormis ceux qui sont vraiment téléguidés pour délivrer une idéologie manifeste, il y a quand même un tas de médias mainstream et qui sont pas calibrés pour délivrer forcément une idéologie. Donc il y a des journalistes honnêtes, il y a des journalistes qui sont pris dans des tensions de leur rédaction, avec des médias qui sont, moi je le dis, les médias sont possédés dans le sens où ils sont possédés financièrement par des grands groupes, des milliardaires, et puis par leurs annonceurs également. Il y a une déontologie du journalisme. Comment est-ce qu'on peut aussi peut-être agir par ce biais-là? Comment les journalistes qui aimeraient bien pouvoir faire leur travail, les aider à le faire, parce que beaucoup sont aussi très précaires. On a énormément, et je pense que ça joue énormément dans la dégradation du traitement de l'information. Et puis également, peut-être avoir en tant que citoyen, abonné ou visionneur, téléspectateur, une exigence aussi en termes d'affichage de la déontologie. Dans le domaine médical, normalement, un médecin, quand il s'exprime dans la presse, il doit donner d'où il parle. Mais en fait, ça n'est jamais fait, en fait. Et moi, je plaide pour que ça soit élargi aux autres sujets d'environnement, parce que ça serait déjà une information loyale à délivrer aux gens, de dire d'où on parle. Quand on a des médecins qui sont en lien, ou des commentateurs ou des pseudo-experts qui parlent mais qui sont liés à tel et tel, ça c'est déjà une information extrêmement importante à délivrer aux gens qui reçoivent l'information. Merci Grégory. Que ça renvoie au fameux débat y aller ou pas dans les médias dominants. Vous savez qu'il y a un débat, une tension dans laquelle pas mal de gens sont pris, c'est-à-dire est-ce qu'on y va mais on risque d'être prisonnier du format, de se faire écraser, surtout quand on n'a pas l'habitude, de ne pas être habitué au temps de parole, etc. Ou est-ce qu'on y va, éventuellement on se prépare, on essaye de faire passer une idée, 2 idées, etc. Il y a même des gens qui ont essayé de relater un peu cette expérience. Il y a Nicolas Framont dans Socialterre, je crois, qui avait essayé de lister un certain nombre d'astuces, en fait. C'était bien vu d'ailleurs, c'est assez utile, pour essayer de caser quelque chose. Mais je rajoute une chose, parce que c'est très 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 pratique et en même temps ça joue sur les fameux journalistes dont vous avez parlé. Qu'est-ce qui peut jouer dans le fait d'y aller ou pas, y compris dans des médias dominants? C'est que les journalistes qui vous contactent sur ces questions-là, c'est les plus sympas en général. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on peut éventuellement dire oui à un média auquel on pensait dire non? C'est que on tombe sur un ou une journaliste précaire qui veut tenter de faire passer un truc dans des rapports de force pas faciles.
Et donc, vous pensiez pas dire oui à tel ou tel média, et puis vous dites bon allez, on tente le coup, on tente de glisser un truc, quoi. Et en fait, ça joue concrètement. C'est difficile de dire non à quelqu'un qui a l'air vachement sympa, etc. Et en fait, voilà, dans le dilemme pratique, y aller ou pas, il y a ça qui joue. Alors que bon, je parle pas des très très gros médias où là, on se pose même pas la question. Mais donc cette question-là de la précarité, elle est importante. Et il me semble que Acrimed avait tenté justement tente toujours d'ailleurs, de soulever ce point-là, quoi, de montrer qu'effectivement, y compris, on parle beaucoup de la précarisation du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche qui est massive et même scandaleuse. Mais il faut pas oublier que effectivement, dans les interlocuteurs ou les interlocutrices qu'on peut avoir, en fait, c'est la même chose. Et presque en pire, puisqu'il y a les conditions de production dont vous avez parlé, c'est-à-dire en plus pris dans l'urgence, dans une temporalité infernale, etc. Donc, c'est pas facile à prendre en compte. Paloma. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de journalistes qui essaient de résister comme ils peuvent dans les rédactions et donc d'aller faire venir des invités qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, des choses comme ça, mais qui souvent sont pas très accompagnés, donc sont vraiment seuls. Donc je pense qu'il y a vraiment une nécessité aussi de créer une solidarité dans les rédactions entre les journalistes qui ont envie de pousser certains sujets, donc les sujets écologiques, et de les faire passer comme ça. Nous, avec Hervé, on avait participé à la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique qui a été signée par en fait beaucoup de journalistes et très peu de rédactions. C'est ça qui montre un peu tout. Et donc il y a des journalistes de médias traditionnels pas franchement vus comme écolos qui l'ont signé et qui en fait voilà sont ceux qui se battent à l'intérieur de leur rédaction. Et ça, nous par exemple, on avait fait au moment des 2 ans de la charte, il me semble, toute une journée avec des ateliers où on essayait voilà de se former ensemble en se disant comment est-ce qu'on va pitcher un sujet dans une rédaction et faire en sorte qu'il passe, comment convaincre son rédacteur en chef ou sa rédactrice en chef de faire tel ou tel sujet. Donc je pense que voilà ça sert encore. Maintenant il faut pas non plus oublier qu'il y a aussi justement souvent ces journalistes là sont pas au poste et donc il y a aussi des journalistes qui sont dans des hauts postes qui sont matrixés en quelque sorte et qui eux clairement ont une vision du monde qui leur donne l'impression qu'il va falloir qu'ils défendent le statu quo et l'économie de marché, etc. Et qui voient des journalistes comme Hervé ou moi comme de sales militants hirsutes qui sont un peu des éco-terroristes ou qui défendent une cause. Donc il y a aussi quelque chose de l'ordre de on ne vit pas dans la même réalité. Et ça, c'est très difficile. Et quand tu parlais justement de ça dans les plateaux télé, moi, ça m'est déjà arrivé justement de me dire ah bah oui, il y a quelqu'un de super sympa, donc ok, je dis oui pour faire ce débat. Et après, je me retrouve avec quelqu'un qui me dise donc quelle est la différence entre le militantisme et la neutralité qu'est-ce que vous pensez de ça pour votre cause, vous qui défendez votre cause? Et je lui dis mais excusez-moi, en fait, je ne défends pas une cause, vous êtes aussi concernés, nous habitons sur la même planète, vous et moi. Et c'est compliqué en fait dans ces moments-là aussi de faire passer des idées parce que tout est orienté. Et le dernier exemple que j'aimerais donner par rapport à ça, c'est par exemple Léa Salamé, qui est quand même, je pense, la journaliste la plus influente de France. Moi, j'ai travaillé avec elle sur une émission. À chaque fois qu'elle reçoit quelqu'un pour parler d'écologie, elle ressort la même phrase de Bruno Latour en disant « Mais les écologistes ne savent que faire, bâiller d'ennui les gens. Alors qu'est-ce que vous faites par rapport à ça ?» Il y a un moment, il va falloir quand même évoluer dans les types de questions qui sont posées, parce que parfois, justement, en allant dans ces médias, on a l'impression d'être bloqué dans un cadre et de pas pouvoir en sortir pour parler des vrais problèmes et de la remise en cause, par exemple, de notre système économique actuel, etc. Alors juste un petit mot. Alors bon, d'abord pour me traiter d'hirsute, ils vont avoir du mal parce que voilà, ça repoussera pas. Faut pas se faire d'illusions. Mais non, mais blague à part. Pourquoi j'ai dit hirsute, pardon. Non, mais ça m'amuse. Je m'en fiche. Au contraire, ça m'amuse. Mais pour rebondir sur la question de Madame et ce que disait Grégory, il y a effectivement un aspect logique de la profession journalistique qui est très important. Non seulement la précarisation du journalisme, comme dans l'éducation nationale, comme dans la recherche, le capitalisme est en train de précariser tout le monde et maintenant il s'attaque à toutes les professions dites intellectuelles, mais il y a aussi en haut le fait que ces gens-là, ceux dont tu parlais, sont payés bonbons. Ils sont payés, surtout à la télé, ou quand vous êtes rédacteur en chef ou directeur d'un grand journal, 6 000, 7 000, 8 000. Donc ils sont sociologiquement du côté des dominants dans leur mode de vie et dans leurs revenus. Donc quand on leur dit il y a un débat sur la taxe pour les riches, par exemple, ils vont le prendre pour eux. Vous voyez, il faut jamais oublier, moi, l'humain dans tout ça. Je pense que c'est extrêmement important. Et du coup, je me permets de rebondir aussi. C'est pas seulement les multinationales. Moi, je pense qu'il faut viser Patrick Pouyanné, Bernard Arnault, Vincent Bolloré. Ah oui, ce sont eux des méchants. C'est pas des concepts ou des théories.
Oui, bonjour, Denis Vichra, je m'occupe des éditions Utopia. Effectivement, on nous dit des bouquins, mais faites plutôt des mangas, faites plutôt des vidéos, faites plutôt des clips, etc. Donc, je pense que le livre est utile parce que c'est un support. Faut pas s'arrêter au livre, bien évidemment. C'est un support. Il faut que l'auteur absolument aille dans voir des émissions, s'il le peut. Y aller ou pas, ça me rappelle quand même le bouquin de Bourdieu. Il a 30 ans, hein, sur la télévision. Il disait, mais tout le monde n'est pas Bourdieu. Il faut imposer ses conditions d'interlocuteur, de temps, de sujet, etc. C'est pas facile, bien évidemment, de pouvoir imposer ça. Donc je laisse surtout parler des problèmes économiques, parce que là, il y a une distorsion énorme. J'ai vu effectivement que il y a une école de journalistes qui se crée, il y a le DJ qui forme, non pas au journalisme, mais aux militants d'extrême droite dans les médias. Hein, je veux dire, en gros, c'est ça. Hein, en plus, il y a Édouard Terzin et puis Bolloré qui financent ça. Et eux financent ça. Ils achètent des journaux qui peuvent se permettre de perdre de l'argent. Là, tu l'as dit, effectivement, les médias indépendants, ils vivent grâce au militantisme, abonnement si c'est Mediapart, donc si c'est vous. Un jour, ça va s'épuiser. Je veux dire, il y a des moyens colossaux en face. Comment on peut faire? Je veux dire, comment on peut faire par rapport à cette distorsion économique énorme entre les moyens que vous avez et les moyens qu'ont les autres? Continuer à se battre. Non, mais je veux dire, je pense que Blast, on est quand même aussi l'exemple que ça fonctionne. On existe depuis à peine 3 ans et demi. On a levé 1 million d'euros en financement participatif. Alors évidemment que ça n'a rien à voir avec les sommes que peuvent toucher certains médias qui sont détenus par des milliardaires. Mais il y a quand même ça. Et même en termes de chiffres d'abonnements, aujourd'hui, on a presque 30 000 abonnés. Évidemment qu'il nous en faut plus parce que, ne serait-ce que sur notre chaîne YouTube, on a 1,3 million de personnes qui sont abonnés. Donc si par exemple chacune de ces personnes s'abonnait, même nous donnait ou faisait un don de au moins une fois 1 euro ou je sais pas 5 euros par mois, c'est sûr qu'on pourrait voir longtemps. Mais je pense que ce qui est difficile, c'est aussi de se rendre compte que l'information a un prix et qu'il y a un moment, c'est aussi une sorte de combat de se dire voilà, je vais essayer de m'abonner à un maximum de médias indépendants pour faire en sorte qu'ils existent. Il faut pas oublier aussi que tous ces médias d'extrême droite, ils commencent à avoir des sanctions financières. C'est pas énorme, mais je veux dire, il faut quand même qu'ils payent tous les procès qui se prennent pour incitation à la haine, injures racistes, etc. Donc voilà, et si on en fait de plus en plus, potentiellement ça va aussi les attaquer au portefeuille, parce qu'à l'inverse c'est ce qu'ils font avec nous, c'est-à-dire que nous, Blast, on a à peu près 10 procédures juridiques en cours, hein. Donc voilà, faut pas oublier que ça coûte très très cher, et c'est un peu ça le problème. Et ensuite, je pense qu'il faut aussi quand on n'a pas les moyens, partager les contenus de ces médias-là, etc. Et continuer à mener cette bataille. Le dernier exemple, c'est par exemple CNews qui a eu 20 000 euros d'amende, ce que raconte Léa Gage dans l'article que vous venez de sortir, parce que il y a un homme, Philippe Erlin, économiste, qui a soutenu Éric Zemmour pendant sa campagne, qui est venu tenir des propos climato-sceptiques sur leur antenne. Donc je pense qu'il faut aussi être des vigies de plus en plus importantes pour ne plus laisser passer ça. Maintenant, c'est sûr qu'il y a une menace. Je ne sais pas si vous venez de voir la sortie de Frontières, donc qui est un nouveau média vidéo qui entend rendre coup pour coup à l'extrême gauche et être le Mediapart de droite. C'est l'ancien média Livre Noir. Voilà, ça c'est absolument terrifiant. Et quand on voit leur vidéo, la bande-annonce de leur vidéo, on voit très très bien qu'il y a énormément de moyens derrière. Non, mais justement, c'est une question qui rebondit sur ce que vous avez dit. Les sanctions. Justement, je m'interrogeais sur juridiquement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire, mais au-delà de sanctions financières, justement, des sanctions qui ne seraient pas financières, vu que les armes sont inégales. Je sais pas, j'imaginais même un temps de parole autour de l'écologie imposé, et surtout une instance neutre qui saurait dire là ce que vous dites, l'émission d'après, genre c'est faux, je sais pas, quelque chose qui soit pas financier, quoi, des sanctions qui soient pas financières. C'est ma question. Il y a l'organisation Quota Climat qui avait fait une proposition de loi là-dessus, mais je crois que c'est oui, qui est très discutable en fait. Ouais, ça avait créé aussi beaucoup de débats parce que en tout cas, si on revient à l'esprit du journalisme, etc., c'est difficile d'imposer un temps de parole sur ça. Parce qu'en fait, si on transpose ça à nos adversaires, en quelque sorte, on pourrait dire que, par exemple, les personnes de droite ou d'extrême droite vont vouloir imposer un temps de débat sur l'immigration. Bon, en même temps, ces questions occupent déjà une grande majorité de l'antenne. Mais je veux dire, on pourrait voir ça aussi de l'autre côté. Et c'est assez fascinant d'ailleurs de voir justement, c'est la vidéo de lancement de ce nouveau média Frontières, qui est en fait Livre Noir, qui change juste de nom. C'est que on peut vraiment prendre
leur façon de parler, les éléments de langage qu'ils utilisent, et juste inverser et se rendre compte que voilà, chaque camp se voit de la même manière. Parce que ils disent que, par exemple, voilà, les médias indépendants de gauche ne font que relayer des fausses informations qui montent les Français les uns contre les autres, etc. Et en fait, d'une certaine manière, bah voilà, nous en tant que Blast, on va aussi pouvoir expliquer les stratégies de l'extrême droite pour monter les gens les uns contre les autres. Donc il y a vraiment enfin, je trouve que ça c'est un des gros nœuds du problème, c'est qu'il y a vraiment la sensation que d'un côté et de l'autre, le combat est justifié et que en fait, voilà, il y a une personne qui a raison, qui a une vision du monde, et ce sont les autres qui sont en train d'essayer de semer le chaos entre guillemets. Maintenant, bon, je pense que c'est aussi des stratégies rhétoriques bien connues, mais il faut se rendre compte que c'est une vraie menace parce que c'est de plus en plus pernicieux, c'est de plus en plus évolué en fait les types de discours. On n'est plus du tout sur l'extrême droite comme elle était avant. Là, ça influe en fait partout dans la société et aussi chez les influenceurs, sur YouTube, etc. Oui, je me permets de rebondir parce que, en fait, on est dans une vraie bataille, une bataille culturelle. C'est une bataille assez terrible. C'est-à-dire que derrière la catastrophe écologique, ce que l'extrême droite, toujours financée, et avec l'accord des milliardaires, Nicolas Framont dirait la bourgeoisie, les riches, la classe dirigeante, on l'appelle comme on veut, c'est un choix délibéré de pousser des thématiques d'extrême droite et de faire reculer la démocratie pour maintenir un système fondamentalement inégal. Et donc malheureusement, même l'Arcom, même par exemple l'Arcom est un lieu de combat. La sanction de CNews ou de C8, je sais pas, c'est 20 000 €, mais par rapport au fric qu'a Bolloré, mais il s'en fout complètement. C'est le prix auquel il paye la cargaison de son yacht ou son avocat quand il veut emmerder un média indépendant en lui collant une procédure nulle. Donc je crois qu'on est vraiment, en fait, moi j'assume totalement le fait que c'est un combat politique très dur et global et qui va s'accroître, d'autant plus que la catastrophe écologique assorties, enfin en parallèle des inégalités montantes, sont de plus en plus dures. Et par exemple, la question des migrations, on s'est demandé, les inondations au Sahel, quelque part, c'est une des raisons qui pourrait pousser à des migrations. Et donc le problème des migrations, c'est pas qu'ils soient maths, c'est ça qu'il faut dire à l'extrême droite et que les gens sont méchants, c'est qu'ils sont précisément nés, c'est des phénomènes qui sont nés de la responsabilité de ce système économique. Et donc, pour revenir à votre question, je crois qu'on n'a pas de réponse. Moi, la seule réponse que je vois, c'est en quelque sorte le travail journalistique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, et c'est pour ça que c'est important de dire que les médias indépendants, ils se portent pas si mal. On en a cité pas mal. Et pourquoi? Parce que, d'abord, il y a des gens comme vous qui nous soutiennent, et Grégory aussi, 1000 fois merci. Mais parce qu'ils ne le soutiennent pas pour nous faire plaisir, mais parce que quelque part, on fait du bon boulot. C'est pas pour faire des compliments, mais Paloma fait du bon boulot. Je pense qu'un Reporter, on fait du bon boulot. À Mediapart, ils en font. À Street Press, ils en font. Et puis on pourrait citer Silence, L'Âge de Fer, enfin toute la kyrielle des médias indépendants, l'Empaillé, enfin voilà, j'en oublie évidemment des milliers. Donc la bataille, elle est aussi là, quelque part. Pour moi, elle est la bataille journalistique. C'est les armes qu'on a, elles sont faibles, mais au moins, je pense qu'on est plus intéressant que Pascal Praud, quelque part. Et je pense que c'est hyper important d'unir nos forces, de se rendre compte qu'on est beaucoup plus puissant qu'on ne le pense. Et c'est notamment l'objectif d'une initiative qui va sortir bientôt, qui s'appelle COP Média, dont le but est d'essayer d'unir les forces à la fois des sociétés coopératives, notamment les licornes, mais aussi certaines organisations ONG et les médias indépendants, et de faire en sorte que, en fait, on puisse mieux défendre les médias indépendants dans le débat public, et surtout qu'on soit plus puissant, qu'il y ait plus d'abonnés, qu'il y ait plus de personnes qui nous connaissent, etc. Et ça, voilà, moi c'est le genre de choses qui me donne aussi de l'espoir, mais c'est sûr que on va pas y arriver chacun dans notre coin tout seul. Il y a un moment, il va falloir s'unir. Grégory. Alors une dernière question. Vous voyez, Grégory, il donne la parole, il est formidable. Et après, ça sera la dernière question. Oui, merci beaucoup, merci pour le travail que vous faites. On voit bien ici que personne n'a besoin d'être convaincu, je pense. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, la grande question, c'est le changement d'échelle et le mainstream. Il vient d'avoir les assises de l'information et des médias. Il y a deux grosses sources de financement des médias, en fait, en dehors des abonnements. Il y a d'un côté la publicité. Donc on voit bien le problème que vous avez avec les annonceurs, c'est automatique. Et de l'autre côté, les subventions d'État. Alors je ne sais pas si vous savez ici qu'il y a énormément de subventions d'État à la presse et aux médias, et même à des médias comme CNews. Donc une des grandes pistes, ce serait en effet qu'il y ait une autre distribution de ces subventions publiques. Et une autre piste, c'est de taxer les GAFA, par exemple, pour augmenter ces subventions publiques et pour pouvoir changer d'échelle. Parce que sans les moyens financiers,
ça sera quand même extrêmement difficile. Voilà, donc là, il y a quand même des pistes, et moi, je crois malheureusement que les médias écologistes ne se donnent pas les moyens financiers de changer cette d'échelle. Donc il y a peut-être un combat là à mener, et le mener avec l'opinion publique qui n'est absolument pas informée. Si on pose la question ici, qui sait que les médias privés touchent des subventions publiques? Très peu le savent, et c'est quand même notre argent. Voilà. Là-dessus, alors la distribution d'ailleurs est totalement hallucinante dans la rubrique Monde Parallèle, c'est-à-dire que même des journaux qui font des programmes télé et tout reçoivent des subventions totalement dingues. Dans les leviers quand même, puisqu'on essaye de se donner un peu des prises, il y a le Fonds pour la liberté de la presse ou le Fonds pour la presse libre, le FPL, qui fait une campagne là, je crois, de financement et donc qui chaque année fait 1 ou 2 appels pour accompagner des médias, soutenir des médias qui se développent, quels que soient d'ailleurs les médias. Il y a une dizaine, je crois, là récemment de médias qui ont été soutenus. Et donc voilà, il y a des choses comme ça. C'est encore une fois évidemment par rapport au montant que vous avez indiqué tout à l'heure, le rapport de force est très défavorable. On va pas se raconter d'histoire, mais on n'a pas le choix, quoi. Il faut faire avec ce qu'on a, c'est-à-dire soutenir au maximum les médias amis, essayer d'affaiblir au maximum les médias d'en face, et voilà. Puis advienne que pourra. Mais bon, il y a quand même, et il y a plus de prises ici et plus de possibilités, encore une fois, que dans d'autres pays où la situation médiatique est vraiment sinistrée, et où pour remonter, pour repartir, recréer des médias entièrement nouveaux, etc., c'est vraiment c'est difficile. J'arrête là. Ok, merci. Non, un mot, je veux pas frustrer Paloma, et après on arrête. Parce que je voulais juste dire que en fait, nous à Blast, on touche un petit peu des subventions d'État, et c'est le cas de plusieurs médias indépendants. Le problème de ça, c'est que c'est exactement ce qu'on a vécu lors des dernières législatives. On s'est dit que si l'extrême droite arrivait au pouvoir, on pouvait dire au revoir à tout cet argent. Et donc ça nous met aussi dans des situations. En fait, on est dépendant du politique, et d'une certaine manière, c'est pas forcément souhaitable à terme, surtout quand on sait à quel point l'extrême droite est proche du pouvoir en France, si ce n'est déjà au pouvoir. Merci. On n'a pas fait le tour de la... Merci. Merci à Paloma Moritz et à Grégory Salle.